C'est une fonction très importante au sein d'une institution puisque c'est la personne qui va être le garant du fonctionnement de l'institution. Mais la mission de l'Église adventiste n'a jamais été de convertir chaque personne qui vit sur la planète Terre. Et encore moins chaque Français, chaque Belge, chaque Luxembourgeois, chaque Monégasque. Ce n'est pas notre mission. Très précis sur ce que ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui vient et qui décide de tout ce qui va se faire. Pas du tout. Notre Église est justement structurée de telle sorte qu'aucune institution n'a un poids qui lui permette d'écraser les autres. Bonjour David Millard, Bonjour Dominique. merci d'avoir répondu à notre invitation. Depuis le mois de septembre 2025, tu es président de l'Union franco-belge des Églises adventistes du 7e jour et tu succèdes à Ruben Deshabreux à ce poste. Nous voulons donc en savoir plus sur toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Et comment en es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui? C'est une très bonne question. J'ai grandi à la Martinique. Je suis né et j'ai grandi donc à la Martinique, d'une famille très pastorale, d'un père pasteur, grand-père pasteur, et donc des oncles pasteurs, beaux-frères, beaux cousins pasteurs. Donc j'ai grandi dans une famille où le pastorat, l'appel au service de l'Église était très présent. Et cela faisait partie donc des discussions de famille, cela faisait partie aussi de l'organisation familiale d'une manière plus large. Mon père a toujours estimé que c'était important pour ses enfants de s'impliquer aussi dans son ministère. Et pour moi, en tout cas, ça n'a jamais été un fardeau, au contraire un plaisir. Et autour de l'âge de 14 ans, j'ai reçu cette conviction que j'étais aussi appelé à rejoindre le service pastoral. Mais ayant grandi du coup dans l'église, ayant grandi dans une famille pastorale, j'ai pu voir le bon côté des choses, j'ai pu voir aussi des côtés un peu moins bons. Et donc je voulais aussi m'assurer que ce soit pas juste une solution de confort, un choix de confort, parce que c'est un monde dans lequel j'ai évolué. Et donc c'était important pour moi d'avoir une expérience professionnelle avant. Et donc j'ai étudié l'informatique. J'ai pu aussi partager donc cette passion, mes deux grandes passions, l'informatique et la théologie, et à la fin vérifier si vraiment c'était toujours dans un rôle pastoral que Dieu m'appelait. J'ai essayé de négocier avec lui pendant un certain temps, parce que j'estime que l'anciennat est un bon deal, hein, entre une vie avec une carrière dans laquelle on a ses choix, sa liberté d'évolution, et puis une part de pastorat dans les prédications, les visites. Donc pendant très longtemps, j'ai essayé de négocier avec Dieu. Est-ce que ça suffisait pas que je sois un ancien d'Église? Et puis, ben, Dieu m'a fait comprendre qu'il m'appelait vraiment à 100%. Et donc, j'ai pu effectivement rejoindre Collonges-Salève en 2013 pour mes études de théologie, où j'ai pu là aussi découvrir non seulement la partie donc théorique de la théologie, mais aussi la partie pratique en tant qu'assistant pastoral auprès des églises donc de Thonon-les-Bains, d'Annemasse, ensuite aumônier sur le campus adventiste, à nouveau adjoint pastoral donc sur Thonon-les-Bains, avant d'intégrer la Fédération France-Sud en 2018, euh, donc sur les églises d'Aix en Provence et Marseille-Saint-Ouen, dans le 10e arrondissement de Marseille. Donc voilà, première année de stage, la Covid qui arrive, donc des situations un peu particulières, mais Dieu merci, l'amour que j'avais donc de tout ce qui est audiovisuel, multimédia, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis tombé étant petit là aussi, puisque mon père a très vite vu que j'avais un intérêt pour la technologie, et donc il me chargeait très tôt de pouvoir enregistrer ses sermons, de pouvoir les copier. J'ai connu les cassettes, pour ceux qui sont nés un peu plus tard et qui l'ont pas connu, qu'on rembobine avec le stylo pour pouvoir écouter par la suite. Et donc j'avais sous mon lit une machine dans laquelle on mettait une cassette et elle copiait automatiquement après 3 cassettes. Et donc il fallait à chaque fois, lorsqu'on entendait le tac de fin, changer, mettre les nouvelles cassettes et recommencer. Et je pouvais le faire même durant la nuit parce que, bah, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait.
Et jusqu'à présent, je préfère d'ailleurs être du côté technique que devant la caméra, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, j'ai pu effectivement à travers, cet amour pour, la technologie, pour, l'audiovisuel de manière, globale, j'avais déjà anticipé, certains besoins pastoraux auprès de mes églises qui nécessitaient donc que je puisse, proposer un accompagnement aussi par des petites vidéos pour l'école du sabbat, pour, les accompagner durant leur semaine. Et donc c'est bien tombé puisque je me suis équipé en octobre, novembre, décembre. J'ai lancé ma chaîne YouTube et on était confinés, en fait, dans la même période. Donc j'étais prêt avec un studio, du coup, de production lorsque on a été confinés. Donc j'ai pu continuer à produire pour mes membres d'église. J'ai pu leur proposer, des zooms durant toute la semaine, des rencontres, des rassemblements, donc sur Aix et Marseille. Ça a été un moment où on a pu vivre vraiment ensemble grâce à ces outils. Hem, donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, continue à me passionner aujourd'hui, de pouvoir allier le ministère pastoral avec, la proclamation de l'évangile à travers, les médias. J'estime que c'est vraiment quelque chose d'important. Je me rappelle encore lorsque j'avais justement 14-15 ans, lorsque j'ai commencé à aller sur internet. À l'époque, il n'y avait pas énormément de contenu francophone adventiste. Quand on compare à ce qui existe dans les autres langues, c'est toujours un peu le cas et donc produire pour la francophonie, c'est vraiment quelque chose que j'estime être, très important. Donc voilà, donc 2018, je commence mon stage pastoral, la covid se passe. Ensuite, donc je vais rester 3 ans sur Aix et sur Marseille et ensuite je serai muté donc à Bordeaux, pendant 2 ans et alors que j'étais donc, à l'assemblée de 2023 d'Union et que j'étais en train de préparer justement d'enregistrer une nouvelle vidéo, je suis appelé par Daniel Monachini, donc, président de la fédération France Sud et il est avec Ruben et ils me disent: «David, on a pensé à toi pour le secrétariat, la communication, la liberté religieuse». Alors bon, au départ, je pense que c'est une blague. Je pense qu'on m'appelle pour aller résoudre un problème d'imprimante, voilà, parce que j'étais un peu dans l'équipe technique et je vois qu'ils rigolent pas. Donc là, je commence à être un peu stressé et grosso modo, j'ai 1 heure pour décider si oui ou non j'accepte, cette responsabilité. Donc évidemment, je consulte avec mon épouse, on prie, rapidement pour cela et on arrive à la conclusion qu'effectivement donc, le fait de concilier le secrétariat et la communication, quelque chose qui, était plus censé arriver, puisqu'il y avait eu une réflexion dans la mandature précédente pour dissocier ces fonctions et je pense qu'effectivement à terme c'est sage. Mais en tout cas, c'est, 2 fonctions qui permettent d'allier à la fois l'administratif et une capacité de participer aux réflexions sur la structure, l'organisation, la vision de notre institution et de l'autre côté, avec la communication, de pouvoir être dans l'opérationnel et surtout dans un domaine, qui me passionne. Donc même si ça a été un peu compliqué de quitter, l'église de Bordeaux, on a fait le choix d'accepter et de pouvoir donc, venir ici à l'Union franco-belge et donc pendant 2 ans sur le poste de secrétariat, communication, liberté religieuse et auquel s'est ajoutée aussi la présidence, d'ADRA France et en juillet donc de cette année, 2025, lorsque la conférence générale, s'est réunie et propose à Ruben de Habreux de rejoindre la division, en tant que secrétaire exécutif, voilà, la perspective, d'un remplacement s'est posée, hem et donc le comité, exécutif de l'Union qui agit entre 2 assemblées générales comme organe de nomination et de décision, m'a proposé effectivement de pouvoir, non pas ni le remplacer ni le succéder, mais en tout cas prendre, pendant 3 ans qui restent de mandature, cette fonction de président. Très bien, merci beaucoup. Donc tu as exercé pendant 2 ans en tant que secrétaire et quelles sont les différences majeures entre le rôle de secrétaire que tu as exercé précédemment et celui de président que tu commences à exercer, depuis septembre 2025? Heu, Comment est-ce que tu envisages ce nouvel appel? Mmh. Hem, c'est encore une fois une très bonne question. C'est un poste, nouveau, donc je suis encore en train de me l'approprier. En tout cas, le poste de secrétaire, c'est une fonction, très importante au sein d'une institution puisque c'est la personne qui va être le garant du fonctionnement de l'institution. C'est lui qui est, le gardien des archives, c'est lui qui est le gardien des documents et des textes. C'est lui qui est en charge de rappeler lorsque des décisions doivent être prises,
ce qui a été fait dans le passé, ce qui a été pris comme décision, ce qui a été pris comme accord, ce qui existe comme texte de référence, que ce soit des textes légaux, au niveau du gouvernement, au niveau de l'institution. Et donc c'est vraiment celui qui, est un peu, dans les, dessins animés lorsqu'on voit les petits anges qui sont sur les épaules d'une personne pour susurrer, une direction ou l'autre. C'est très facile de parfois prendre des décisions en oubliant un peu, les textes, mais c'est en tout cas celui qui doit un peu rappeler, heu, les directions qui doivent être prises parce qu'il y a eu des accords dans le passé, parce qu'il y a eu des textes, parce qu'il y a des cadres de référence et qu'il faut s'efforcer de les respecter sans pour autant être piégé par ces textes, puisqu'il faut aussi rester dans l'humain. Mais en tout cas, le secrétaire, pour résumer, c'est un peu celui qui est le garant du bon fonctionnement en fait de l'institution, que ce soit une fédération, que ce soit, une union ou une division. C'est lui qui va aussi être présent pour, garantir en fait, l'intégrité des procès-verbaux. Donc que ce soit le fait de les enregistrer durant un comité, que ce soit le fait de les, formuler, parce que parfois il faut s'assurer que la bonne formulation permette au vote de respecter l'esprit du vote. Et surtout, ce qui est, assez difficile et moi il m'a fallu bien ces 2 ans, pour commencer à percevoir, la logique, c'est que c'est facile d'écrire quelque chose lorsqu'on sort d'un comité. Mais il faut toujours se dire, dans 15 ans, si on doit se référer à ce vote, est-ce que la façon dont je l'ai écrit permettra aux personnes qui arrivent 15 ans plus tard de comprendre en fait les enjeux, de comprendre les décisions et de pouvoir du coup s'y référer pour l'appliquer? Et donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui demande un petit peu de doigté et puis, après c'est, s'assurer que ces décisions soient donc, envoyées aux personnes qui doivent, les appliquer. C'est ensuite faire un suivi pour le prochain comité. Est-ce que les votes qui ont été pris ont été suivis des faits? Est-ce qu'il faut relancer un petit peu les personnes pour s'assurer que, elles elles ont fait ce que, les votes les engagent à faire? Et puis, aider aussi donc le président dans tout ce qui va être, la préparation des décisions. Justement, comme je l'ai dit, en lui rappelant les réglementations en vigueur, en lui rappelant, les discussions qui ont pu avoir lieu, dans le passé avec, les présidents d'autres institutions, en lui rappelant un peu les règles de ce qu'on appelle le working policy. Donc le working policy, c'est un document qui est édité par la conférence générale et qui va en fait donner un cadre, législatif pour l'ensemble des institutions adventistes et donc pendant 2 ans, c'est un peu comme un code, de loi, hein. On le bouquine, on essaye de se familiariser avec. Alors l'apprendre par cœur, c'est compliqué, mais en tout cas, l'idée, c'est de connaître un peu les grandes sections pour savoir où se référer lorsqu'il y a des discussions en cours pour, voir si oui ou non on est dans la bonne chose. Donc c'est un travail de l'ombre, c'est un travail, de discrétion, c'est un travail où on est en soutien d'eux et c'est pour ça que c'est parfois un peu, délicat lorsqu'on a des convictions personnelles, de savoir faire la part des choses entre, ma conviction, mais en même temps je suis là au service de l'institution. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a en tout cas, passionné, parce qu'on apprend beaucoup. Ruben de Habreux est, un pasteur vraiment qui a beaucoup de capacités, qui se rappelle de vote qui a eu lieu il y a 13 ans, lorsque moi j'ai du mal à me rappeler d'un vote qui a eu lieu la semaine dernière. Donc non, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et avec lequel du coup je suis très reconnaissant pour, cette formation que j'ai reçue. Et maintenant, président. Et donc maintenant président. Donc oui, c'est un changement de un peu de logique, hem, mais en même temps depuis 2 ans avec, donc Karine Bercier-Loidin qui est la trésorière, on a eu vraiment une dynamique à 3, donc Ruben, Karine et moi, dans lequel on s'est dit: «On veut réfléchir à notre institution et à ce qu'elle doit être pour, rester au service donc de la mission sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années». On se rend compte que les générations changent, on se rend compte que les enjeux, changent. On voit que notre société évolue extrêmement rapidement et on s'est rendu compte que notre institution n'était pas forcément la plus équipée pour faire face à tous ces changements. Donc ça faisait déjà 2 ans qu'on était vraiment en réflexion de quel est le type d'union qu'on souhaite pour, l'avenir et donc j'ai la possibilité d'avoir participé et à la réflexion, stratégique et aujourd'hui à sa mise en place et donc le rôle de président, c'est, vraiment le rôle de rassembler. Il s'agit de rassembler les forces à disposition, que ce soit en interne au niveau de l'union, que ce soit au niveau des, collaborateurs que nous avons dans les différentes fédérations et de pouvoir, contribuer avec l'ensemble de ces personnes à établir une vision pour justement comment adapter d'un côté,
hem, la vision de l'Église mondiale à notre champ local, comment la contextualiser et de l'autre côté, comment faire remonter auprès de l'Église mondiale les besoins de notre institution, de notre territoire. Et donc l'Union est dans une position de médiation entre les églises locales représentées par leur fédération, l'Église mondiale représentée par la division. Et donc c'est un rôle d'être un peu assis entre deux chaises. C'est pas toujours confortable, mais c'est extrêmement important d'avoir ce niveau de réflexion, de dialogue, de veille parfois aussi, et de pouvoir du coup collaborer avec chacun pour le bien de notre institution. Très bien. Hem, Maintenant que tu es président de l'Union franco-belge et que tu as encore plus ce rôle de leader, de dirigeant d'une église, hein, de toute une communauté, quelle est la pensée qui te motive le matin et qui te donne de t'accrocher même lorsque les défis sont grands? Mmh. Pour moi, c'est vraiment ça le leadership d'union. Il faut vraiment être, très précis sur ce que ça veut dire. C'est pas quelqu'un qui vient et qui décide, de tout ce qui va se faire, pas du tout. Notre église est justement structurée de telle sorte qu'aucune institution n'a un poids qui lui permette d'écraser les autres. Et donc, dans en tout cas l'esprit de notre fonctionnement, où on dit que l'église locale est souveraine, c'est-à-dire que c'est elle qui a le dernier mot dans l'application ou non des décisions qui sont prises. C'est elle qui a la possibilité, à travers ses délégués, lorsqu'il y a des AG, des assemblées générales, donc de faire exprimer une voix. Euh, on est dans une logique en fait de dialogue constante. Et donc ce dialogue consiste à récupérer les informations du terrain, à pouvoir les comprendre, à pouvoir donc créer autour de cela euh, des stratégies. Et donc nous avons depuis 2023 comme, slogan, qui, encapsule un petit peu justement notre vision, notre stratégie: «Innover pour servir». Innover pour servir, c'est pas juste, innover technologiquement, ça inclut évidemment, mais c'est aussi innover dans nos relations, sociales, dans comment on collabore et on dialogue les uns avec les autres, comment on répond aux besoins de notre société et de nos membres d'église. Et puis donc c'est innover pour servir, connecter pour avancer. Donc l'innovation au service de la connexion, parce qu'on ne peut réellement aller de l'avant que lorsqu'on avance de manière connectée. Et donc ça, c'est vraiment la logique qui se déploie depuis, 2023. En interne, il y a quelque chose que je rappelle souvent à mes équipes, c'est, l'union des possibles, la coalition des volontaires. C'est-à-dire qu'on croit à l'union, que tout est possible avec l'esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu, et que c'est une question après de, tout est possible, mais tout n'est pas forcément nécessaire. Donc qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour notre territoire? Donc on croit que plus on arrivera à intégrer dans le système adventiste les dons et les talents de chacun, et plus l'Église sera forte. Et donc, coalition des volontaires, c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat que justement, par projet, ceux qui sont volontaires pour y contribuer, y contribuent. Donc aujourd'hui, c'est un peu la vision que j'ai le plaisir, avec mon équipe, de pouvoir soutenir et développer, et de continuer à travailler pour que notre territoire de l'Union franco-belge réponde à la fois aux besoins des différents pays dans lesquels nous sommes, puisqu'on l'a pas dit, mais on couvre officiellement donc 4 pays. La France, à travers 2 fédérations, la Belgique et le Luxembourg à travers, pour le moment en tout cas, une fédération qui couvre les 2 pays, mais il y a aussi Monaco qui fait partie de l'Union franco-belge, et sur lequel on a, en ce moment, des réflexions et des prières, parce qu'on souhaite pouvoir aussi développer la mission. Innover, connecter, ce sont des mots qui font un peu, référence à ton passé Mmh. d'informaticien. Est-ce que tu crois que finalement, hein, tout ce que tu as été, tout ce que tu as vécu, t'a amené à être, là où tu es aujourd'hui et Dieu s'est Mmh. servi de ces moyens pour faire de toi la bonne personne, à cette place, à l'Union? Alors ce sera à l'assemblée de 2028, de répondre à cette question, si je suis la bonne personne, à la bonne place. En tout cas, ce que je crois, c'est que je me suis toujours considéré comme étant quelqu'un au service de la mission de Dieu. Le titre ou pas le titre, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de rester en ligne et en phase avec ce que je suis convaincu que Dieu me demande. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai pas attendu, ni d'avoir la formation de théologie de Collonges, ni d'être reconnu comme pasteur, ni d'avoir la consécration pastorale, ni quoi que ce soit pour me dire: «Seigneur, je suis au service et ce que tu me demandes de faire, je m'efforce de le faire du mieux possible». Hem, déjà lorsque j'étais en études, Hem, je pouvais recevoir parfois un peu, déjà le titre pasteur, même si je le refusais souvent parce que pour moi c'était compliqué à porter. Mais en tout cas, c'était vraiment pour moi la logique de me dire dans tout ce que je faisais, la notion de prendre soin des gens, la notion de présenter aux gens la beauté des valeurs chrétiennes, ça a toujours été quelque chose qui m'a été cher.
Et donc lorsque je me suis inscrit en informatique, c'est à peu près la même période, hein, j'avais 19 ans, où j'ai rencontré, mon épouse et je lui ai dit: «Écoute, on commence à bien s'apprécier, mais sache que si tu restes dans ce projet de construction de couple, tu ne vas pas épouser un informaticien». Hem, je suis quelqu'un qui se destine à servir Dieu, d'une manière vraiment très précise, hein, à travers un pastorat qui soit officiellement reconnu, au niveau de l'Église ou qui soit plus officieux, comme peut l'être un ancien ou une personne engagée dans un ministère personnel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai tenu à lui dire dès le départ, pour qu'elle sache dans quoi elle mettait les pieds, parce que pour moi, c'était important. Donc mes études informatiques, j'ai toujours dit à Dieu: «Je le fais parce que pour moi, c'est aussi un moyen de gagner en maturité, de comprendre le monde du travail», ce qui est très important, aussi pour l'Église, je le crois. Hem, mais j'ai toujours su que c'était pas, ma destination finale. Et donc si je l'ai fait, c'est parce que je me disais: «C'est aussi des compétences que je développe pour servir l'Église». Donc oui, clairement, hem, il y a un lien qui est très fort. Et donc, mais encore une fois, j'assiste, hein, la notion d'innovation et de connexion, on s'efforce de le vivre à l'Union, non pas uniquement d'un point de vue technologique, mais vraiment dans l'ensemble des aspects que nous vivons et particulièrement tout ça au service de l'humain. Puisqu'ultimement, en tant qu'Église, nous sommes là pour servir la personne et non pas pour servir, ni la technologie, ni des dogmes, ni des grands principes, mais l'humain. Donc un serviteur de Dieu, un serviteur des églises et un serviteur des membres, et le service amène au projet. Mmh. Quels sont les grands projets ou les différents projets de l'Union franco-belge actuellement? Peux-tu nous en parler et nous donner quelques nouvelles? OK. On essaie de s'inscrire dans une vision de long terme, dans une vision qui, je l'espère en tout cas, dépasse, une personne, mais qui rassemble les besoins de l'ensemble de notre territoire. Il s'agit pour moi de partir d'un constat de base, c'est que et je sais que parfois ça peut choquer les personnes qui l'entendent pour la première fois, mais la mission de l'Église adventiste n'a jamais été de convertir chaque personne qui existe sur la planète Terre et encore moins chaque Français, chaque Belge, chaque Luxembourgeois, chaque Monégasque. Ce n'est pas notre mission. Hem, je le crois sincèrement qu'il y a qu'un dictateur qui pourrait s'efforcer de le faire, hein, en mettant une arme sur la tempe de quelqu'un. La liberté qui est, profondément ancrée dans le message évangélique fait que on propose un message, on propose un style de vie, on propose des valeurs, mais il y aura toujours des personnes pour dire non. Donc quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, c'est d'être un phare. Le phare, il est présent pour signaler une direction et permettre au bateau d'éviter l'écueil et de pouvoir rentrer à bon port. Et donc dans cette vision, il faut que l'Église adventiste soit en capacité de pouvoir être suffisamment in intégrée dans la société française, belge, luxembourgeoise, pour que une personne qui soit en quête de spiritualité, en quête de Dieu, puisse, à un moment donné, savoir que nous existons pour se tourner vers nous, découvrir nos valeurs, découvrir nos principes et avoir l'opportunité, du coup, de cheminer avec Dieu à travers ces valeurs et ces principes et cette compréhension de qui est Dieu. J'aime beaucoup cette réflexion d'Ellen White qui dit que Dieu a besoin et va susciter une église à la fin des temps, et on croit que l'église adventiste en fait partie, qui aura la mission de protéger, de restaurer auprès de notre société le magnifique visage du Christ. Et effectivement, on le voit dans une société qui devient de plus en plus violente. On le voit dans une société où même aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, la foi est instrumentalisée pour servir des intérêts politiques, mais ce n'est pas qu'aux États-Unis. Je considère aujourd'hui que c'est un peu dans tous les pays où cette foi est instrumentalisée. On a besoin d'avoir cette Église qui puisse continuer jusqu'au bout à refuser ce compromis politique pour pouvoir rester intègre justement sur ces valeurs bibliques, sur ces valeurs de l'Évangile et défendre, oui, le Christ. Et donc, la vision que nous avons donc votée, que nous avons décidé de développer ensemble, c'est de se dire il faut que l'Église adventiste puisse atteindre 2% de la population de nos pays pour être, ce phare justement, cette référence qui peut, être, en capacité d'avoir un contre-discours pour la société, d'avoir une contre-proposition, sociale et de pouvoir dire à notre monde, à notre société, «On refuse la violence, on refuse la manipulation, on refuse, l'exploitation et on s'efforce de vivre, le rapport humain différemment que malheureusement ce qu'on voit, qui se répand comme valeur dans notre société». Et ça, c'est, agir à travers des outils, que ce soit au niveau numérique, par exemple,
qui est un peu aujourd'hui notre levier pour aller toucher des personnes, que ce soit ensuite à travers, la conception de la mission, qui doit vraiment continuer à s'adapter aux besoins de notre société. Parce qu'on a un peu chez nous la tentation et la tendance à vouloir imposer notre message sans demander à l'autre s'il veut l'entendre. Hem C'est à travers, le fait de booster l'éducation. On a besoin de davantage, de projets éducatifs, qui prennent parfois des formes innovantes, puisqu'on sait que c'est peut-être plus compliqué de mettre en place des écoles traditionnelles ici en France métropolitaine, mais il peut y avoir d'autres formats, puisque c'est l'instruction qui est obligatoire, je le rappelle toujours. C'est pas, l'école dans son format actuel qui est obligatoire. C'est à travers, les actions de la jeunesse, de l'éducation. Rappeler qu'on a énormément de richesses au niveau de l'Église mondiale qu'on peut adapter pour, notre contexte local, mais aussi partir de notre contexte local pour être en bénédiction pour l'Église mondiale. Donc, c'est vraiment permettre à chaque, pôle qui représente en fait une manière de servir, la mission, de pouvoir contribuer à ce projet, de pouvoir être, intégré dans notre, logique. On a fait une petite analyse. Si on continue au rythme actuel, il nous faudrait 200 ans à peu près pour pouvoir toucher nos pays. On estime que c'est trop long et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place, les ressources de chacun, les talents de chacun. Remettre en place au goût du jour la notion de ministère personnel au service de l'Église et non pas contre l'Église. Dans les années, 70 à peu près, lorsqu'il y avait encore, Vie et Santé dans toute sa splendeur et qu'il y avait des, colporteurs qui sillonnaient toute la France, on avait 70 colporteurs, 70 pasteurs en France métropolitaine. Et donc l'Église adventiste a toujours voulu fonctionner main dans la main avec non s d'un côté, oui, un corps pastoral bien formé, mais aussi avec des laïcs qui sont impliqués dans la mission. Et pour moi, c'est extrêmement important qu'on retrouve cette dynamique et qu'on puisse donner la possibilité à chacun de servir. Très bien. Pour terminer, est-ce que tu aurais un mot à dire aux membres de l'Église adventiste de cette union franco-belge qui ont à cœur vraiment de porter l'union en prière, mais qui ont à cœur aussi de voir le Saint-Esprit de Dieu se manifester au milieu de nous et préparer le chemin pour le retour du Seigneur? Oui, c'est vraiment que il faut pour moi, il faut qu'on en revienne à la compréhension de qu'est-ce que le système adventiste. L'adventisme a été créé, non pas par des experts, mais par des personnes qui étaient, sincères et qui ont pu mettre chacune à contribution leurs dons, leurs talents, leurs connaissances. Pour moi, c'est ça vraiment ce sur quoi repose le système adventiste. C'est un système dans lequel chacun doit pouvoir trouver sa place et chacun doit pouvoir trouver son moyen de servir Dieu. Et l'Église est là justement comme un incubateur de talents, un incubateur de dons, pour permettre d'encourager chacun à servir. Et ça, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante. Si à un moment donné, je me sens pas à l'aise, et moi ça peut m'arriver, parfois de me dire: «Ben, je suis pas à l'aise d'aller dans telle église» ou «Je suis pas à l'aise dans tel fonctionnement». C'est toujours se dire: «Comment je peux, par la grâce de Dieu, être une force de construction?» Parce que c'est facile de critiquer, de se dire: «Bon, bah, ça convient pas». Alors il faut des espaces aussi pour dire ce qui va pas, mais c'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et j'encourage vraiment chacun et je le vois aujourd'hui, dans toutes les fédérations, hein, des personnes qui, n'ont pas peur d'innover, que ce soit avec des comédies musicales, que ce soit avec des groupes d'évangélisation, que ce soit même en créant des médias. Aujourd'hui, on a une église qui est bourrée de talents, mais on se regarde chacun un peu en se disant: «Bon, bah, qui va être le premier à y aller, à faire quelque chose?» Moi, ce que je dis, c'est en fait, il faut vraiment que chacun, on se donne les moyens de se dire: «On est engagé dans une église, c'est pas juste pour le confort». C'est bien qu'il y ait des temps de confort, mais c'est parce qu'on est tous, chargés d'une mission et donc cette mission, il n'y a qu'en dans cette intimité avec Dieu, dans ce lieu secret où Dieu nous appelle à rentrer, le rencontrer, qu'on peut lui demander: «Seigneur, quelle est la conviction que tu peux poser sur mon cœur de ce que je dois faire pour ton service?» Et à partir de ce moment-là, c'est chercher comment, trouver d'autres personnes avec qui on peut s'associer pour pouvoir revenir dans cette collaboration et faire en sorte que tout le monde s'en sorte plus fort. Merci beaucoup David pour cet échange. Avec plaisir.